Alors, je vous propose pendant pendant cette animation qui va durer 1h30, non pas de faire un cours sur l'intégration fiscale. D'autres, tels que Patrick Morgensen ou Jean-Pierre Cossin, s'y sont essayés avec certainement plus de bonheur que moi. Ce que je veux faire, c'est plutôt vous amener à réfléchir sur les conséquences des modifications. Alors ici de l'intégration fiscale, mais d'une manière générale, des modifications des textes fiscaux et ce qu'ils peuvent avoir sur nos habitudes. Vous n'êtes maintenant pas censé ne pas savoir que le régime de l'intégration fiscale a été un long fleuve tranquille pendant des années, environ 20 ans. Enfin 20 ans, pas pour l'administration fiscale, mais au moins pour nous, parce que pendant 21 ans, on n'a rien vu apparaître dans l'intégration fiscale, si ce n'est des modifications de textes qui étaient toujours plus avantageux pour les groupes. Puis il y a eu un premier arrêt, dont on parlera en 2008, qui a changé un petit peu le périmètre. Et ensuite, 2 arrêts importants, un en 2014 et un en 2015. Et celui de 2015 a tout changé. Et changeant tout, il a mené le législateur à répondre à cet arrêt. Et dans la réponse que le législateur a fait en 2019, il était amené à modifier de manière importante l'intégration fiscale. Et de là, il faut se poser la question de savoir si c'est encore intéressant de maintenir les intégrations fiscales qui existent, d'opter pour l'intégration fiscale ou de faire entrer dans les groupes d'intégration fiscale de nouvelles sociétés. Et puis on pourra réfléchir à la fin, je vous donnerai quelques chemins pour réfléchir sur ce que l'on peut faire si jamais on estime que l'intégration fiscale n'est plus favorable, vers quoi ça peut nous amener. Je vais essayer de faire la présentation dans à peu près 1h15. Je vais essayer. Et puis, pour vous laisser le soin de pouvoir poser des questions si vous le souhaitez. Alors, je disais que je n'allais pas faire un cours, mais il va y avoir quand même un petit peu d'éléments techniques. On va parler de l'histoire de l'intégration fiscale, d'où ça vient, comment c'est arrivé, pourquoi c'était modifié, et comment le législateur, le juge européen a interprété les textes de l'intégration fiscale française, où il y a un autre grand arrêt, c'est les textes de l'intégration fiscale hollandaise, comment il les a interprétés et pourquoi il a considéré que ce n'était pas eurocompatible. Donc là, on va faire un petit peu de droit, on va considérer que c'est un petit peu de la culture, et ensuite on verra de façon plus générale, maintenant, bien quels sont les points positifs de l'intégration fiscale, toujours plutôt pour les petits groupes, et puis les points qui peuvent être négatifs, et puis essayer de réfléchir sur ce que l'on peut faire pour les groupes que l'on a dans notre clientèle. Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Vital Samar, donc je suis, comme la plupart d'entre vous, expert comptable. Je suis associé dans un cabinet qui s'appelle RSM et je m'occupe plus particulièrement de l'expertise comptable et de la fiscalité. Voilà le plan que je vous ai annoncé rapidement. Donc, pour quelles raisons les petits groupes ont-ils publicité ce régime depuis 1987 ? Je vous rappelle que le régime n'a absolument pas été créé pour les petits groupes, mais pour les grands groupes. Mais en fait, ce sont plutôt des petits groupes qui ont opté pour ce régime. On va essayer de voir pourquoi. On va en déduire que pour la généralité des entreprises, une fois qu'on aura répondu à ces questions, on verra qu'il y a des avantages qui sont maintenant relativement limités, mais qui sont quand même relativement... qu'il y a quand même globalement peu d'inconvénients à rester dans l'intégration fiscale. Il y en a. Mais en revanche, il y a des inconvénients qu'on peut considérer comme étant supplémentaires ou supérieurs, dans bien des cas, aux avantages pour les PME. Et donc on verra que le choix de rester ou pas dans l'intégration fiscale est une décision à prendre au cas par cas. Alors pour quelles raisons les petits groupes ont opté pour l'intégration fiscale ? Alors, d'abord, on peut dire que c'est un régime dérogatoire performant. Alors, c'est certain, il y a un succès indéniable. Si on regarde les chiffres qui ont été communiqués par l'administration, on voit qu'en 1991, il y avait 17 600 entreprises qui étaient membres d'un régime d'intégration fiscale. En 2001, il y en avait 48 700. Et en 2014, au soir de l'arrêt Steria dont on parlera, il y avait environ 110 000 entreprises qui étaient membres d'un groupe d'intégration fiscale. Donc il y a eu une envolée excessivement importante des sociétés participant à un groupe d'intégration fiscale. Mais
En 2014, le législateur s'intéressait quand même sur l'intérêt de conserver ce régime. Alors pourquoi il s'intéressait? Parce qu'on va voir que lorsqu'il a été créé, le régime, c'était pour répondre, c'est toujours pareil, c'est toujours pour répondre à la concurrence fiscale. Il a été créé en 1987 parce que les Américains, au début des années 80, avaient lancé une nouvelle concurrence fiscale. Et c'était une des réponses à la baisse des taux d'imposition dont pouvaient bénéficier des groupes étrangers, qu'ils soient aux États-Unis bien sûr, mais également au Japon, dans les pays occidentaux, Allemagne et puis Angleterre. En 2014, le paysage a changé et on n'est probablement plus aussi riche qu'on pensait qu'on l'était en 87 et on se demande si l'intégration fiscale a encore un intérêt, étant entendu qu'elle est applicable dans la plupart des pays européens, quasiment. Il y a des intégrations fiscales en France, bien sûr, en Allemagne, parce que c'était arrivé juste un peu avant la France, en Angleterre, en Hollande, en Italie, au Portugal, en Espagne, enfin, il y en a quasiment partout des intégrations fiscales. Donc on se demandait si ça avait encore un intérêt de conserver ce régime-là, surtout qu'avait fait remarquer certains parlementaires, ça avait un rapport, un différentiel entre les impôts que l'État aurait pu percevoir s'il n'y avait pas eu d'intégration fiscale et les impôts perçus avec le régime d'intégration fiscale, un différentiel de 15,6 milliards d'euros. Donc on considérait que c'était quand même très très important. Alors en 2014, avant même l'arrêt Stérian, au moins des parlementaires se posaient la question de maintenir ou non l'intégration fiscale telle qu'on l'a connue. Et c'est à cette époque-là que certains ont commencé à parler en disant que ce serait bien que l'intégration fiscale, ça soit comme dans certains pays, uniquement la somme algébrique des résultats fiscaux des sociétés qui peuvent participer au groupe. Alors qu'en France, on sait que c'était beaucoup plus favorable. Alors pourquoi il y a eu ce succès? Alors il y a des avantages qui sont considérables. D'abord, c'est la compensation des bénéfices et des pertes, mais ça, c'est un peu le principe de l'intégration fiscale. Dans tous les pays, on compense systématiquement les bénéfices avec les pertes. Là, on n'était pas très novateur. Mais là où on était plus novateur en France, c'est qu'il y avait la neutralisation de toutes les opérations intragroupes. Et c'est ce qui a pu faire dire à certains, notamment Jean-Pierre Cossin dont je parlais, que, en fait, le régime d'intégration fiscale, avec la neutralisation de toutes les opérations et la neutralisation des actes à normes de gestion et des subventions, c'était en fin de compte une assurance gratuite prise contre les redressements qui pouvaient porter sur toutes les opérations intragroupes. Et puis c'était aussi un effet de levier financier, puisque on sait que la holding peut être un effet de levier, mais cet effet de levier est multiplié grandement par l'option pour l'intégration fiscale. Alors, il y a eu des conséquences sur le paysage juridique, parce que si on fait un retour arrière, dans les années 80, il y a peu de groupes en fait. Il y a assez peu de groupes. Jusqu'en 1987, globalement, on gère les affaires par l'intermédiaire de sociétés, dans lesquelles il y a tout. Il y a l'établissement 1, l'établissement 2, l'établissement 3, l'établissement 4, et puis tout ça c'est dans la même société. Bien sûr qu'il existe des groupes. Et on va voir qu'il y avait des régimes fiscaux qui existaient pour les groupes. C'était le bénéfice consolidé et le bénéfice mondial consolidé. Ça existait déjà, mais c'était pour les grands groupes. Il y avait très peu de petits groupes dans les années 80. Et l'option pour l'intégration, enfin la mise en place de l'intégration fiscale, ça a eu pour effet de multiplier les petits groupes. Et pour ceux qui, comme moi, sont plutôt jeunes, ils peuvent se souvenir de ce que, en fait, le régime a été pensé à l'époque par le gouvernement de M. Chirac, mais il a été mis en application après par les socialistes, et c'était M. Charras qui était ministre du budget à l'époque. Et lorsque l'intégration fiscale est mise en place, on croit que ça va être mis en place pour des grands groupes. Et l'administration voit énormément d'options pour l'intégration fiscale. L'administration se pose, les penseurs de l'administration s'interrogent sur la raison d'autant d'options pour l'intégration fiscale qui n'avaient pas été prévues. Et on voit qu'en fin de compte, ce qui se passait, c'était la création de groupes qui n'existaient pas et la vente à soi-même d'entreprises. J'ai une entreprise, je crée une société holding, je vends l'entreprise à la société holding, je fais un emprunt pour financer cet achat que je garantis par l'argent que je vais placer auprès de la banque. Et puis c'est terminé.
Et l'avantage qu'il y avait, c'est que les intérêts de l'emprunt étaient supportés par les bénéfices de la société qui était rachetée. Et c'est là qu'intervient l'administration fiscale sous la direction de M. Charras en créant le fameux amendement Charras qui a voulu faire mal, c'est réintégrer de manière quasi mécanique les intérêts dans le cas lorsque une société était rachetée par une personne qui la contrôlait. Mais il n'empêche que malgré la création, l'amendement Charras, il y a eu une multiplication des petits groupes à la fin des années 90 et à la fin des années 80 et dans les années 90. Et on est passé d'une organisation par établissement, établissement 1, établissement 2, établissement 3, usine 1, 2, 3, 4 dans la même société, à une organisation par société. Alors on ne peut pas dire que ça n'existait pas avant, c'est pas vrai, parce que si on s'intéresse au rapport qui avait été déposé à l'Assemblée nationale pour la constitution de l'intégration fiscale en 1987, il était bien stipulé dans le rapport que la volonté, l'intérêt de l'intégration fiscale, c'était de traiter les entreprises de la même manière, exactement de la même manière, qu'elles gèrent leurs activités ou leurs activités par établissement, ou que ces activités soient gérées par l'intermédiaire de sociétés. Donc il y avait déjà des groupes, bien évidemment. Et la volonté du législateur, c'était de traiter de la même manière une société qui avait des établissements et une société qui avait des établissements, mais par l'intermédiaire, des établissements, mais par l'intermédiaire de sociétés. Mais ça, c'était les grands groupes. Et on a vu une multiplication de petits groupes arriver dans le paysage. Alors, c'est quoi l'origine du succès ? Je disais au départ, c'est une concurrence fiscale qui est lancée en 1980 par les États-Unis. C'était le président des États-Unis qui avait lancé une baisse du taux d'imposition des sociétés au début des années 80. Et la baisse a eu pour répercussion ou pour conséquence un mimétisme dans certains pays, le Royaume-Uni et l'Allemagne. Et dans le même temps, il y avait un système d'intégration fiscale qui existait, alors une espèce de prémisse d'intégration fiscale qui existait aux États-Unis, qui n'a jamais été hyper performant, et puis un système qui est un peu plus performant au Japon, et puis il y a eu l'Allemagne qui a rejoint ces deux pays avec un système d'intégration fiscale. Et on se retrouvait dans un paysage dans lequel les groupes français n'étaient plus mis dans un système de concurrence favorable face à leurs concurrents américains, allemands et japonais. On avait un taux d'imposition qui était important. Le taux d'imposition était de 50% en France en 1985. Et il a baissé petit à petit pour atteindre 33,1% en 1993. Et on avait, c'est vrai, un régime du bénéfice consolidé qui était réservé, pour le coup, aux seules entreprises industrielles et sur lequel on pouvait opter, mais que par autorisation de l'administration fiscale, et en plus, lorsque on bénéficiait d'une réduction d'impôt liée à ce régime-là, la réduction d'impôt était plafonnée à 2/3 du montant des impôts qu'on aurait normalement dû payer. C'était pas très favorable. Alors il y avait aussi le bénéfice mondial dont j'ai parlé. Le bénéfice mondial, il a perduré jusqu'en 2011. Mais le bénéfice mondial, c'était pour les sociétés françaises qui étaient implantées à l'étranger. Donc c'est très différent du bénéfice consolidé et de ce qui l'a remplacé, c'est-à-dire l'intégration fiscale. Le bénéfice mondial, il a disparu en 2011 parce qu'en fait, la France n'était plus tellement concurrente au niveau du taux d'imposition. Le bénéfice mondial, c'était le fait d'aller chercher tous les bénéfices ou déficits des établissements ou des sociétés qu'on détenait à 50% à travers le monde. On en faisait une somme algébrique avec les résultats de la société française, on calculait un impôt français et on déduisait de cet impôt l'impôt qui était payé à l'étranger. Mais comme un étranger baissait les impôts et que nous on ne le baissait pas, le régime devenait de moins en moins favorable et en 2011, lorsqu'il a été annulé, il n'y avait que 4 groupes qui en bénéficiaient. Le bénéfice consolidé, lui, il a été remplacé par l'intégration fiscale. Donc la baisse de l'impôt, j'en ai parlé. En 1986, le gouvernement fait l'annonce de la création d'un groupe de sociétés.
La loi de finances pour 1988 met en place l'intégration fiscale. Alors il y a quelques grands principes qui sont très différents de ce qu'il y a par exemple aux États-Unis ou en Allemagne. Alors c'est un régime de droit commun. Il y a une option à faire, mais il n'y a pas d'agrément à obtenir. C'est ouvert pour une période de 5 ans, mais que renouvelable, ça on le sait, et ça exige un taux de participation très élevé. Alors beaucoup ont critiqué le taux de participation très élevé, mais en fait, la volonté du législateur en 87, c'est de dire, en fait, il faudrait que le groupe soit détenu à 100%. Parce qu'on ne va pas limiter le nombre de filiales, sous-filiales, sous-sous-filiales, sous-sous-sous-sous-filiales. On va prendre toutes les sociétés qui respectent la condition de participation. Et en fait, si on met une participation trop faible, en fin de parcours, s'il y a, mettons, 10 sociétés empilées les unes sous les autres, on va détenir une part d'intérêt excessivement faible de la société. Et pour ne pas détenir une part trop faible, il faut donc exiger une participation excessivement forte. En conséquence de quoi, on ne vous oblige pas à maintenir les sociétés plus d'un exercice dans le périmètre d'intégration fiscale. Alors que dans d'autres schémas d'intégration fiscale, comme par exemple au Portugal, le taux de participation est plus faible, mais on oblige les sociétés qui entrent dans l'intégration fiscale à rester un certain temps. Pas en France. Voilà. Il y a une société intégrante qui doit être indépendante, et puis ça permet, je le disais, de neutraliser toutes les opérations intragroupes. Alors, les conséquences de ce succès. Alors, il s'appliquait qu'en France. Alors, il faut penser qu'il a été créé en 1987. Les lois européennes, elles sont bien antérieures à 1987, puisque le traité de Rome date des années 50. Mais jusqu'à 1989, et un arrêt en matière de TVA qui s'appelle Apple and Peer Development Council, les législateurs de chacun des pays de l'Union européenne n'avaient pas nécessairement pris conscience de la prédominance du droit européen sur le droit national. Et on a pu faire une intégration fiscale qui était imparfaite, puisque quand on a fait l'intégration fiscale, on n'a pas tenu compte des grandes règles européennes et des 4 libertés fondamentales dont on va parler. Et il y a eu un premier conflit en 1991 qui s'est dénoué en 2008, c'était l'arrêt Papillon. On va en reparler, hein, c'est une société mère qui détient une petite fille en France par l'intermédiaire d'une fille belge. Mais évidemment, quand ça marche, on copie. Hein. Alors nous, on a copié sur les Japonais, les Américains, les Allemands, puis il y en a d'autres qui ont copié sur nous. Il y a eu des intégrations fiscales dans la plupart des pays, mais les autres régimes d'intégration fiscale n'ont pas été exempts de toute attaque non plus de la part des entreprises qui pouvaient en bénéficier. Et on peut citer le groupe X Holding, qui lui a sauvé l'intégration fiscale, puisqu'en fait, dans le groupe X Holding, c'est le régime d'intégration fiscale hollandais, on avait des sociétés qui étaient implantées dans plusieurs États, et le groupe X Holding souhaitait bénéficier de l'intégration fiscale européenne, c'est-à-dire que dans la mesure où la holding hollandaise optait pour le régime de l'intégration fiscale, il fallait qu'elle puisse intégrer dans son périmètre d'intégration fiscale l'ensemble des sociétés qui étaient en Union européenne. Et là, le juge européen a sauvé le régime d'intégration fiscale en disant que non, ça ne pouvait pas s'appliquer comme ça, que chaque État avait le droit de limiter le régime de l'intégration fiscale aux seules sociétés nationales. Et puis il y a eu le groupe Holding BV, où là c'est l'intégration fiscale horizontale. Là c'est Holding BV, c'est une société allemande, Holding, qui détient 2 sociétés hollandaises. Et la société allemande voulait faire une intégration fiscale avec les sociétés hollandaises. Ça a été autorisé par la Cour de justice de l'Union européenne, mais uniquement entre les 2 sociétés hollandaises, sans intégrer bien évidemment la société allemande. Donc il y a eu des attaques un peu dans tous les régimes. Hein. Et d'ailleurs, dans l'arrêt Steria dont on va parler, qui porte sur le régime français, la France a été aidée pour sa propre défense par les Hollandais et puis par les Anglais. Voilà, et l'arrêt Steria, c'est quand même la fin des illusions de l'intégration fiscale au niveau européen. Alors si on regarde un schéma,
Voilà ce qui s'est passé depuis 1987. Donc l'instauration du régime en France, on a parlé. Il ne se passe rien jusqu'en 2008, je vous l'ai dit. En 2008, il y a l'arrêt Papillon, et c'est la modification du périmètre, on appelle ça l'intégration fiscale, par l'intermédiaire de sociétés dites intermédiaires. En 2010, j'en ai parlé juste à l'instant, c'est l'ARIC Holding, c'est la Cour de justice de l'Union européenne qui sauve le principe de l'intégration fiscale en disant que chaque État a le droit de n'intégrer, bien sûr, dans le régime d'intégration fiscale que les sociétés nationales. En 2014, en Orange, ça veut dire que ce n'est pas terrible. La CJUE, encore une fois, prend une position qui met des coups de canif dans les régimes d'intégration fiscale. C'est l'arrêt Group Holding. C'est la modification du périmètre dont j'ai parlé, l'intégration horizontale. Et puis arrive une décision de la Cour de justice de l'Union européenne que je mets en rouge. C'est l'arrêt Groupe Steria, avec un fonctionnement de l'intégration fiscale française qui serait contraire aux droits de l'Union européenne sur la partie des quotes-parts de frais et charges portant sur les dividendes. Et cet arrêt a des conséquences importantes, puisque ce qui ne marche pas pour la quote-part des frais et charges sur les dividendes n'a pas de raison de fonctionner sur la quote-part de cession des titres de participation. Et puis le législateur, comme ça l'embêtait un petit peu, a estimé qu'il y avait quand même des risques sur les subventions et sur l'acte normal de gestion. Donc on a mis tout ça dans la même loi de finances et on a aboli les compensations portant sur la quote-part des titres de participation et puis tout ce que j'appelle sécurité fiscale, c'est-à-dire l'acte normal de gestion et les subventions. Et demain, qu'est-ce qui se passera ? C'est ce que je vous propose d'évoquer avec vous, essayer de réfléchir au fonctionnement que l'on peut appliquer sur l'intégration fiscale, encore une fois dans les petits groupes. Alors, les prémices de la non-conformité. Il faut avoir en tête les grands principes du droit européen. Alors, on les connaît à peu près. Il y a 4 libertés fondamentales. Tout commence par circulation. Il y a circulation des marchandises, circulation des marchandises, vous l'avez eu, une des conséquences de la circulation des marchandises, c'est le régime de TVA européenne. La circulation des personnes, là c'est pour les fouteux Larry Bosman, par exemple. La circulation des capitaux, et puis la circulation des services. Alors il faut avoir en tête que la circulation des services, ça se décompose en 2 parties. Il y a le principe de la libre prestation de services. Je peux prester de la même manière quand je suis société française vers une société française ou vers une société roumaine. Et puis, je l'ai mis dans une autre couleur, le principe de la liberté de l'établissement. Les règles d'un État ne doivent pas contraindre une société à aller s'installer dans un endroit particulier. Ça, c'est la liberté de l'établissement. Mais pour autant, bien qu'il y ait ces 4 libertés fondamentales, chaque État de l'Union européenne doit supprimer toutes les discriminations, directes ou indirectes, dans la mesure où ces discriminations ne sont pas justifiées par des raisons qu'on appelle d'intérêt général. Alors ce sont des raisons qui sont fondées soit sur l'ordre public, soit sur la sécurité publique, soit sur la santé publique. Et on donne des exemples, c'est le cas de la nationalité, du lieu d'établissement, dont on va reparler pour l'arrêt Steria, ou toute mesure gênant ou dissuadant l'exercice de l'activité. Alors le premier arrêt dont je parlais, c'est l'arrêt Papillon. C'est une première infraction à la liberté de l'établissement. Mais à l'époque, le juge a quand même sauvé l'intégration fiscale. On a pensé qu'on pourrait aller plus loin. Une société française, je disais, détient une petite fille, mais elle détient cette petite fille par l'intermédiaire d'une société étrangère, implantée en Belgique, mais peu importe, en tout cas, il faut qu'elle soit implantée en Union européenne, laquelle société est détenue par la société mère à plus de 95%. Donc la mère détient la fille étrangère à 95%, qui détient sa fille française à plus de 95%. Et le groupe Papillon souhaite faire d'abord une intégration fiscale de tout le machin, après revient et dit on veut faire une intégration fiscale sur la mère et la fille. La mère et la petite fille, pardon. Et on peut, puisqu'on détient la petite fille à plus de 95%, soit pas par l'intermédiaire d'une société française, mais quand même par l'intermédiaire d'une société implantée dans l'Union européenne. Et le principe
de la libre circulation des services veut que j'ai une liberté d'établissement. Vous ne pouvez pas m'imposer d'avoir ma filiale en France pour pouvoir faire l'intégration fiscale. Elle peut très bien être en Union européenne. Ça, c'est ce que défend l'entreprise Papillon. Et c'est ce que confirme, la Cour de justice de l'Union européenne en disant qu'en effet, je vais assez vite, en effet, le principe de l'intégration fiscale qui veut que l'on doive détenir toutes les sociétés à plus de 95% par l'intermédiaire de sociétés françaises est un principe contraire à la liberté d'établissement. On pourrait très bien prendre un principe contraire à la liberté d'établissement, mais il faudrait qu'on puisse se justifier d'une réelle proportionnalité. Ça n'a pas été le cas. Donc on a considéré que le régime n'était pas compatible avec le droit de l'Union européenne. Quelle a été la réponse du législateur ? Il a essayé de sauver l'intégration fiscale. Et d'ailleurs, on peut savoir gré à l'administration fiscale d'avoir toujours tenté de sauver l'intégration fiscale, jusqu'en 2015. Elle a essayé de tout faire pour colmater les brèches qui se faisaient jour. Et la réponse du législateur, c'était de dire, dans ces cas-là, on peut très bien faire une intégration fiscale par l'intermédiaire, lorsque une société est détenue à plus de 95%, mais par l'intermédiaire d'une société française, bien sûr, ou implantée dans l'espace économique européen, on élargit, c'est pas que l'Union européenne, on va un petit peu plus loin, à la condition que cette société respecte, bien évidemment, les autres conditions posées pour l'intégration fiscale, c'est-à-dire notamment qu'elle soit imposée à l'IS et puis qu'elle clôture la même date. Après, il y a eu l'arrêt Holding BV dont j'ai parlé. Là, c'est le régime néerlandais qui est attaqué. C'est la société holding allemande qui détient 2 sociétés hollandaises et qui souhaite faire un régime d'intégration fiscale en Hollande. Et là encore, la Cour de justice estime qu'il n'y a pas de proportionnalité au fait que l'on interdise une société étrangère qui pour autant respecte les conditions de l'intégration fiscale hollandaise, de pouvoir faire une intégration fiscale entre 2 sociétés hollandaises qu'elle détiendrait à 95%. C'est un principe, il n'y a pas une juste proportionnalité, non, c'est un principe qui est contraire au droit de l'Union européenne et au principe d'établissement. On n'était pas touché par l'arrêt, mais on pouvait l'être. Parce rien ne nous disait qu'en fait, il n'y avait pas des sociétés françaises qui détenaient des sociétés étrangères ou des sociétés étrangères qui détenaient 2 sociétés françaises et qui auraient voulu faire plutôt une intégration fiscale. Donc le législateur immédiatement a modifié la loi sur l'intégration fiscale en permettant les intégrations fiscales horizontales. Là encore, l'administration fiscale essaie de colmater les brèches sur notre propre intégration fiscale. Et puis arrive la décision groupe Steria. Alors, le groupe Steria, c'est une société française qui détient la société Steria, enfin le groupe Steria détient la société Steria, d'autres structures, et détient également des sociétés à l'étranger, et notamment une société en Roumanie. Il se trouve que le groupe Steria a opté en France pour le régime de l'intégration fiscale. Et ce groupe Steria, toutes les sociétés du groupe, lorsqu'elles sont bénéficiaires, distribuent des dividendes. Et les dividendes arrivent dans le groupe. Alors, en l'occurrence, la société roumaine distribue des dividendes à la société Steria, qui elle-même les remonte à la société groupe Steria. Mais toujours est-il que les dividendes roumains arrivent dans le périmètre de l'intégration fiscale. Et ce que fait le groupe Steria, c'est qu'il applique convenablement le principe de la neutralisation de la quote-part. Il neutralise la quote-part de frais et charges des dividendes français et réintègre la quote-part de dividendes portant sur des dividendes qui proviennent de l'espace économique européen. Mais ce faisant, il fait une réclamation contentieuse en demandant le remboursement de l'impôt portant sur cette réintégration. L'administration fiscale et le Conseil d'État a été très mécontent de ce qui s'est passé, puisqu'en fait, il y a eu une décision qui a été défavorable, une décision du tribunal administratif qui était défavorable au groupe Steria. Et puis, il y a eu un recours qui a été fait devant la Cour d'appel
en l'occurrence celle de Versailles, et la Cour d'appel de Versailles n'a pas posé une question préjudicielle au Conseil d'État en France, mais directement posé une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne. Donc ça a fortement déplu à l'administration fiscale française, mais bon, la Cour est indépendante, et puis, mais ça a déplu aussi également au Conseil d'État, au moment du Conseil d'État. Comment la Cour a-t-elle analysé le principe, tout ça? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que, au final, la Cour a dit que le régime de l'intégration fiscale française, en ce qu'il permettait la neutralisation de la quote-part de frais et charges pour les dividendes des sociétés françaises intégrées, mais qu'il ne permettait pas la neutralisation des quote-parts de frais et charges pour les sociétés qui auraient pu être intégrées si l'intégration fiscale avait été européenne, n'était pas eurocompatible, en ce qu'il était une espèce de coup de canif au principe de liberté d'établissement. Le bon sens, à mon avis le bon sens, voire une approche assez pragmatique sur l'implantation des sociétés, et pas une approche purement juridique, une approche plutôt économique, permettrait de penser que lorsqu'une société va s'implanter en Roumanie, par exemple, c'est pas pour des questions relatives à la quote-part de frais et charges, des dividendes que cette société lui distribuerait éventuellement. On s'implante en Roumanie si on veut attaquer le marché roumain, on s'implante en Roumanie si on veut attaquer le marché périphérique, limitrophe, on s'implante en Roumanie parce qu'on estime qu'il y a de la main-d'œuvre, ou que le coût du travail est favorable, ou que peut-être la fiscalité est favorable. On ne s'implante pas en Roumanie pour des questions de distribution de dividendes vers la France. Sans compter que lorsque l'on distribue des dividendes, ça sous-entend que l'implantation a été réussie. Alors, mais ce n'est pas du tout l'appréciation qu'a fait la Cour de justice de l'Union européenne. Elle ne raisonne pas en se disant, mais est-ce qu'en fin de compte, le régime d'intégration fiscale a-t-il réellement privé la société Steria d'implanter une filiale, enfin économiquement d'implanter une filiale en Roumanie? Absolument pas. On raisonne d'une façon purement juridique, on est en droit. Et de façon purement juridique, qu'est-ce qu'a dit la Cour de justice? Elle a d'abord regardé le régime de la distribution des dividendes. Et elle a dit, en fait, vous êtes en Union européenne, il y a le régime Murphy qui s'applique, dont le dividende n'est pas imposable, qu'il provienne d'une société française vers la France, ou d'une société de l'Union européenne vers la France, je dirais même d'une société étrangère vers la France. Il n'y a pas d'imposition du dividende, premièrement. Qu'il y ait intégration fiscale ou pas intégration fiscale. Donc le régime d'imposition des dividendes est le même. Ce qui change, c'est le régime de la quote-part des frais et charges. Est-ce que la France peut justifier que le fait de ne pas imposer la quote-part de frais et charges pour un dividende qui vient d'une société française et de l'imposer pour un dividende qui vient d'une société membre de l'Union européenne, est-ce que la France peut justifier que c'est une décision qui est prise en raison d'un impératif d'intérêt général? Les impératifs d'intérêt généraux, on en a parlé avant, et c'est la question que pose la Cour. Alors la France se défend. La France dit, en fait, c'est pas la même chose. On n'a pas appliqué le même régime parce qu'en fait, c'est pour des questions relatives au pouvoir d'imposition. Et là, la Cour répond non, pas du tout. En fait, ce sont que des dividendes entrants. Le pouvoir d'imposition, c'est vous qui l'avez. C'est que le pays qui reçoit le dividende qui a le pouvoir d'imposition. Et justement, le pouvoir d'imposition, vous l'avez traité de la même manière que le dividende provienne d'une société intégrée ou pas intégrée, d'une société française ou d'une société étrangère. C'est le régime Murphy qui s'applique, c'est pas imposable. Donc, c'est pas une bonne solution. Deuxièmement, et c'est là que la France est aidée par l'Angleterre et la Hollande, la France se dit, mais en fait, le dispositif, il est fait pour sauvegarder le principe général de l'intégration fiscale. Et le principe général de l'intégration fiscale en France, c'est la volonté de traiter de la même manière les établissements et les filiales. On traite de la même manière. Et là, sur cet argument, la Cour ne suit pas le commissaire de gouvernement qui est très très dur.
Le commissaire du gouvernement dit ben non, ça ne peut pas marcher votre truc là parce que en fait un établissement et une société c'est pas pareil. Hein. En effet, il n'y a pas de dividende entre un établissement et entre un établissement et une société, bien sûr. Hein. Il y a des dividendes entre la société et la mère. Mais s'il y a des quotes-parts de frais et charges, c'est parce que une société mère a plus de coûts pour gérer une filiale que pour gérer un établissement. Et c'est bien pour ça qu'il y a une quote-part de frais et charges, c'est pour neutraliser les coûts de gestion des sociétés filiales. Pas pour gérer les établissements, il n'y a pas de coût, puisque c'est la même société. Non, ça ne peut pas fonctionner. Mais ce n'est pas la position que prend la Cour. La Cour, elle nous dit en fait, pour que vous puissiez l'appliquer, il faudrait que vous puissiez justifier que le désavantage provenant de la réintégration de la quote-part de frais et charges des dividendes roumains est compensé par un autre avantage. Montrez-nous l'avantage qui permet de justifier cette réintégration. Et il n'y en a pas. Et tout à l'heure, je vous parlais de l'arrêt Papillon. L'arrêt Papillon, la Cour de justice avait quand même estimé, même si au final elle a décidé que le régime n'était pas recompatible, elle avait quand même admis qu'il aurait pu l'être. Parce que, en effet, le fait de ne pas prendre la petite fille dans l'intégration fiscale, parce que la mère était en l'occurrence belge, c'était un désavantage, mais qui était compensé à l'époque, on est en 1991, par la possibilité pour la société intégrante de déduire une provision pour dépréciation des titres de la filiale, de la société belge. Donc il y avait un avantage qui compensait un désavantage, ou un désavantage qui était compensé par un avantage. Mais dans la Resteria, la Cour dit, ben non, il y a bien un désavantage, mais vous ne justifiez pas que ce désavantage est compensé par un avantage, puisque les dividendes, qu'ils proviennent de Roumanie ou de France, ne sont pas imposables. Conséquence, la réintégration de la quote-part de frais et charges n'est pas eurocompatible. Alors les conséquences de la décision, il y a d'abord le colmatage, parce qu'encore une fois l'administration a absolument voulu sauver ce régime. La décision de l'administration, vous vous en souvenez, c'est qu'on a fait passer la quote-part de frais et charges de 5% à 1% lorsqu'on était dans un groupe intégré. Et on la maintenait de 5% lorsqu'on n'était pas dans un groupe intégré. Mais au-delà, il y a quand même une modification importante de la philosophie du régime initial. Puisqu'au-delà de la Resteria, il y a les conséquences de 2019. Alors, qu'est-ce qu'a fait le législateur? Alors, avant que le législateur intervienne, il faut savoir que le Conseil des prélèvements obligatoires s'y est intéressé. Et on va dire que le Conseil des prélèvements obligatoires a changé de main depuis quelque temps. Hein. Jean-Pierre Cossin n'est plus secrétaire général du Conseil des prélèvements obligatoires. Lui qui s'en occupe, ça a complètement changé depuis. Et il y a des nouveaux avis sur les régimes. Et le Conseil des prélèvements obligatoires, en 2015, a considéré que le régime d'intégration fiscale était un régime dangereux en France, puisqu'en fait, il avait coûté excessivement cher aux contribuables, d'une part parce que c'est globalement 15 milliards ou 16 milliards de moins d'impôts par an, mais également, il y a tout le coût du contentieux sur les arrêts papillons et sur la Resteria, qui a coûté particulièrement cher aux contribuables. Et il peut y avoir d'autres contentieux, et ce ne serait pas normal d'engager des contentieux sur un régime qui est en perdition. Alors le Conseil des prélèvements obligatoires voulait faire du régime français un régime à la hollandaise, on compense les bénéfices et les pertes, c'est tout. Le législateur n'est pas allé jusque-là, il a supprimé tout ce qu'il pensait être des compensations non compatibles avec le droit européen. Et c'était le cas, bien évidemment, de la quote-part sur les plus-values de cession, puisque ce qui ne marche pas pour les dividendes, ça n'avait pas beaucoup de raisons de fonctionner pour les cessions de titres de participation. Donc on a supprimé la possibilité de neutraliser cette quote-part de frais et charges. Les abandons de créances et les subventions, là, c'est quand même un petit peu particulier. Si on réfléchit sur le sujet, on peut se dire qu'en fait, rien ne prouve que le régime de l'abandon de créances ne soit pas compatible avec le droit européen. En analysant, on trouvera des gens qui vous diront non, c'est pas compatible. Il y a un risque, ça pourrait être redressé, mais il y en a qui vous diront si, on ne voit pas en raisonnant
comme en appliquant le raisonnement de la Cour de justice de l'Union européenne, on ne voit pas comment elle pourrait remettre en cause le principe de l'abandon de créances. Mais comme il y avait un risque, le législateur a supprimé le risque et on ne peut plus bénéficier de cette assurance anti-redressement fiscaux et ça arrange bien, je pense, le législateur ou tout au moins les parlementaires. Alors il y a des conséquences peu favorables pour les entreprises, bien évidemment. Le fait de supprimer l'avantage fiscal de l'absence de redressement des opérations de groupe, ce n'est pas très favorable aux entreprises. Alors c'est quoi l'avenir? Je l'ai dit au départ, le principe de compensation des bénéfices et des pertes a été réaffirmé par la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt de 2010 qui s'appelle arrêt X Holding, BV. Ce qui veut dire que, encore une fois, la France, la Hollande, chaque État de l'Union européenne peut créer son propre régime d'intégration fiscale, réservé uniquement aux sociétés, aux entreprises ou aux établissements nationaux, puisque vous savez qu'en France, une société étrangère peut être une société tête de groupe pour peu qu'elle ait un établissement en France. Alors on peut réserver l'intégration fiscale aux seules sociétés nationales, aux établissements nationaux, et pour lesquels on peut faire des compensations entre les bénéfices et les déficits. Ça fonctionne. Est-ce qu'il y a des neutralisations qui pourraient être maintenues? Bah oui, il y en a, oui. Les plus-values à court terme. Les plus-values à court terme, en y réfléchissant bien, on ne voit pas en quoi ça pourrait être non eurocompatible, parce que je ne vais pas faire la démonstration, mais on peut assez facilement, semble-t-il, justifier que les avantages que l'on peut tirer dans l'intégration fiscale ont en contrepartie des désavantages. Ça doit être eurocompatible. Le système des reprises de provisions aussi. D'ailleurs, ça n'a pas été supprimé par le législateur. Et si ça doit être supprimé, c'est probablement pas parce qu'il y aurait un risque de contestation en Union européenne, mais parce que budgétairement, on considérerait que ce n'est pas très favorable. Et puis les jetons de présence, mais ça c'est anecdotique. Et puis il n'y en a pas dans les petits groupes, ou très peu. Alors le régime actuel, on va dire qu'on est en 2020 ou 2021. Alors pour la généralité des entreprises, on va dire qu'il y a quand même des avantages, mais ils sont quand même limités. Mais il y a quand même assez peu d'inconvénients pour l'ensemble des entreprises. Alors on va essayer de réfléchir. Les principaux avantages, on les liste, puis on va les étudier. La compensation des résultats fiscaux, ça on connaît. Un moindre frottement fiscal lors des distributions, on connaît aussi. Et puis il y a la neutralisation de certaines opérations à l'intérieur du groupe, les provisions et puis les cessions, c'est-à-dire les plus-values à court terme. Et des inconvénients assez peu nombreux. Premier inconvénient, c'est la fin de la sécurité fiscale. Et puis il y a quelques contraintes complémentaires dont on va parler. Je ne reviens pas dessus. Compensation des bénéfices et des pertes. On voit que c'est quoi? C'est un avantage immédiat de trésorerie. Voilà. On ne reporte pas le bénéfice en avant, on l'impute directement sur les sociétés bénéficiaires. On a immédiatement l'économie d'IS. Donc c'est une économie de trésorerie immédiate. C'est tout. C'est que ça, mais c'est beaucoup. Et puis cette économie immédiate d'IS, elle est à régler entre les rapports, par les conventions, conclues entre les sociétés. Il y a plusieurs philosophies là-dessus. Il y a celle que je défends qui dit qu'en fait, moins on prévoit de choses, mieux c'est. Moins j'écris, moins j'ai de contraintes. Et lorsque la société sort du groupe, je renégocierai, savoir s'il y a des... par exemple, une société était entièrement déficitaire. Tous ces déficits sont remontés à la société mère. C'est la société mère qui en a bénéficié. Au moment où elle sort, elle a un gros déficit comptable et pas de déficit fiscaux. Eh bien, j'imagine que celui qui rachètera la société sera assez grand pour négocier une réduction de prix correspondant aux aux résultats fiscaux ou aux économies d'IS qu'il aurait perdu. Après, quand on peut l'écrire aussi dans la Convention, il y en a qui défendent plutôt le fait qu'il faut tout écrire dans la Convention et bien répartir les avantages entre les sociétés. On peut le faire.
Mais moi, je trouve que c'est plus souple de ne rien dire et de négocier. Mais chacun voit midi à sa porte là-dessus. Hein, j'ai pas trop de religion. Bon, l'exemple, on le connaît. Hein, donc, en 2017, je ne vais pas changer les dates. Hein, donc, la société intégrante a 200 000 euros de perte, la société F1 a 5 millions d'euros de perte, la société F2 a 6 millions d'euros de perte, qui font 800 000 euros de bénéfices. Voilà, on a compensé. Et puis, l'année suivante, toutes les sociétés sont bénéficiaires. Bon, ben voilà, on a fait un résultat de 8 millions d'euros. On verra après. Hein, on va essayer de se souvenir. Ce qui se passerait si les sociétés n'étaient pas intégrées, ça ne se passerait pas exactement comme ça. Donc ça, c'est le principe général. Mais on peut dire que la compensation des bénéfices et des pertes, c'est un avantage qui est quand même a priori renforcé depuis 2012. Avant 2012, et là je m'adresse aux plus jeunes, avant 2012, c'était simple. Avant 2012, on compensait facilement les bénéfices et les déficits. On avait connu une période avant où on ne pouvait le faire que pendant 5 ans, mais là on était dans la période de rêve où on compensait les déficits sur n'importe quel bénéfice sans aucun plafonnement. En 2012 est arrivée la limitation, alors elle a un petit peu changé après en 2013, mais globalement on nous dit qu'on peut imputer un déficit sur un bénéfice, mais dans une certaine limite. Le bénéfice d'imputation sera égal à 1 million au maximum, et s'il dépasse 1 million, ben on rajoutera que la moitié du bénéfice. Je fais une digression, c'est d'ailleurs pour ça que vous avez vu dans la loi de finances l'an dernier quelque chose qui a fait beaucoup parler les fiscalistes, hein, c'est la possibilité, enfin, l'incitation qu'il y a eu à faire une réévaluation de bilan. Si on réfléchit bien, la réévaluation de bilan, c'est un truc qui est fait que par des sociétés déficitaires, parce que ça coûte cher. Faire du beau quand ça coûte pas cher, c'est bien. Faire du beau quand ça coûte cher, c'est moins bien. On n'en fait pas. Mais depuis 2012, on avait beaucoup de mal à faire une réévaluation de bilan. Parce qu'en faisant la réévaluation de bilan, je risquais de me retrouver pas forcément en bénéfice au total, mais avec un bénéfice sur lequel je ne pouvais imputer qu'une partie des déficits. Alors je ne faisais pas de réévaluation libre, parce que ça coûtait trop cher quand bien même j'avais des déficits en caisse. Et là, le dispositif, c'est de dire, en fin de compte, on ne va pas vous taxer immédiatement, parce que le dispositif de 2012 plafonne la possibilité d'imputer les déficits. Et la raison d'être de cette possibilité de faire la réévaluation des bilans, c'est uniquement ça. S'il n'y avait pas eu la réforme de 2012, vous n'auriez jamais eu la disposition en 2020. Mais c'était une digression. Alors l'exemple, j'espère que vous le voyez assez gros. Toujours pareil, en 2017-2018, alors résultat en 2017, j'ai moins 3 millions, en 2018, j'ai 2 millions. Alors qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je peux imputer les 2 millions sur les 3 millions? C'est que non, je vais imputer sur un bénéfice non pas de 2 millions, mais de 1 million, plus la moitié de ce qui est compris entre les 2 millions de bénéfices de l'exercice et le million d'imputation. C'est-à-dire que je peux imputer non pas 2 millions, mais 1,5 million. Voilà. Ce qui veut dire qu'en 2018, je vais ressortir avec un résultat imposable de 500 000 euros. Et j'aurai donc un montant, un solde, un stock de déficit en report de 1,5 million. C'est moins favorable. Alors, si on prend un exemple maintenant avec l'intégration fiscale, j'ai toujours en 2017 200 000 euros de pertes pour la société M, qui est la société intégrante, 5 millions de pertes pour la société F1, première société intégrée, et 6 millions de bénéfices pour la société F2, deuxième société intégrée. Au final, j'ai 800 000 euros de résultats imposables. En 2018, j'ai les mêmes résultats que ceux que j'avais donnés dans 2 slides auparavant. 200 000, 5 millions, 2 millions, 7 millions de résultats. On voit qu'en fin de compte, on a sur chaque année le groupe qui est bénéficiaire. Il n'y a pas d'imputation de déficit à faire, puisqu'on compense les bénéfices et les déficits à l'intérieur de l'intégration fiscale. Mais s'il n'y a pas d'intégration fiscale, ça ne se passe pas pareil. La société M,
Elle a 200 000 euros de pertes en 2017, un bénéfice de 200 000 euros en 2018. Le bénéfice est inférieur à 1 million, elle va pouvoir imputer les 200 000 euros de l'année 2017, il n'y a pas de résultat imposable en 2018. La société F1, c'est pas pareil, elle avait un résultat de 5 millions d'euros, elle a un bénéfice de 5 millions d'euros. Excusez-moi, il y a une erreur là. 5 millions d'euros d'or, je vais la corriger. Il y a 5 millions d'euros de bénéfices. Là-dessus, je ne peux pas imputer les 5 millions d'euros de déficit. Je peux imputer que 1 million d'euros plus la moitié de la différence entre 5 millions et les 1 million, c'est-à-dire 1 million d'euros de base et 2 millions d'euros de complément, ce qui fait 3 millions d'euros d'imputés. Il restera 2 millions d'euros en report. Et le bénéfice imposable, on le voit, il est juste après, mais il n'est pas dans la bonne case. Il n'est pas sous F2, il est il aurait dû être sous F1. 2 millions d'euros. Excusez-moi, je reviens. C'est moi qui m'a lu. Un avantage renforcé depuis 2012, mais là, je n'avais pas vu, on est avant 2012, bien évidemment. Avant 2012, sans intégration fiscale, on pouvait compenser l'ensemble des bénéfices et des déficits. C'est pour ça que la société F1 a un bénéfice imposable de 0 en 2018, puisqu'on avait compensé les 5 millions d'euros de bénéfices avec les 5 millions d'euros de pertes de l'exercice précédent. En revanche, depuis 2012, c'est là que ça ne se passe pas du tout pareil. Avec l'intégration fiscale, ça ne change pas, c'est le même cas que tout à l'heure, puisqu'on fait des compensations de déficit, non pas d'une société vers elle-même, mais dans le groupe. Donc on additionne les 200 000 euros de pertes, les 5 millions de pertes, les 6 millions de bénéfices, ça fait 800 000 euros de résultats imposables, il n'y a pas de déficit en report. Et l'année suivante, on a également un bénéfice de 7 millions d'euros, il n'y a pas de déficit en report, ça ne change pas. Par contre, sans intégration fiscale, là on fait des calculs verticaux. La société M, comme dans le premier cas, elle a 200 000 euros de bénéfices en 2018 qui sont compensés par les 200 000 euros de pertes de 2017. Pourquoi? Parce que le bénéfice de 2018 est inférieur à 1 million, pas de problème. La société F1, elle a un résultat de 5 millions d'euros en 2018, mais qu'elle ne peut pas totalement compenser par les pertes reportables, puisque ce résultat de 5 millions d'euros est supérieur à 1 million, il y a donc le plafonnement qui s'applique. Ce n'est pas 5 millions d'euros de bénéfices d'imputation, mais c'est 1 million plus la moitié de ce qui reste, ça fait 3 millions d'euros de bénéfices d'imputation. Elle va avoir un résultat imposable de 2 millions d'euros. Et pour la société F2, ça ne change rien, puisqu'elle est bénéficiaire sur chaque année. Donc on voit que dans le premier cas, avec l'intégration fiscale, on a un résultat imposable dans le groupe de 8 millions, et dans le deuxième cas, on a un résultat imposable de 10 millions d'euros. Donc on peut se dire comme ça, mais l'intégration fiscale, c'est quand même excessivement intéressant lorsqu'on est dans un petit groupe dans lequel il y a des sociétés déficitaires. Mais ce n'est pas toujours le cas. Deuxième avantage, on l'oublie celui-là, c'est qu'en fait, le déficit remonte systématiquement à la société mère. Et souvent, la société mère est une société holding. Holding au sens, elle n'a pas d'activité autre que celle de gérer ses propres participations. Or, vous savez que quand on a un déficit, on peut l'imputer que sur un bénéfice d'imputation qui est plafonné, mais on ne peut l'imputer qu'à la condition que la société n'ait pas changé d'activité entre le moment où elle était déficitaire et le moment où elle est bénéficiaire. Alors, la notion de changement d'activité, c'était hyper flou il y a quelques années. Maintenant, c'est quand même beaucoup plus cadré. On arrive beaucoup mieux à le suivre. Mais il n'empêche qu'une structure peut changer d'activité. L'avantage de l'intégration fiscale, si ma société holding n'est pas une société d'activité, si ce n'est pas un garage automobile par exemple, si c'est une pure société holding, au moins elle a peu de chances de changer d'activité. Les filiales peuvent changer d'activité, mais la société holding a de grandes chances de rester société holding. Et comme tous les déficits remontent à la société holding, si une de mes filiales change d'activité, il n'y aura aucun risque sur la pérennité du déficit, puisqu'il appartient à la société tête de groupe.
Enfin, un exemple. On a toujours les mêmes résultats hein, que précédemment, mais on dit si la société F1 change d'activité en 2018, les 5 millions d'euros de déficit sont perdus. Si elle est société seule, pas intégrée, c'est perdu. En revanche, si elle est société, si elle est intégrée, le déficit de 5 millions d'euros ne sera perdu, non pas si la société F1 change d'activité, c'est si la société tête de groupe change d'activité. Donc du fait de changement de l'activité de la société filiale, qui permettra peut-être de passer d'une activité en perte à une activité en bénéfice, n'a pas d'incidence sur la pérennité des déficits. Ça, c'est un vrai avantage. Alors, il y a un moindre frottement fiscal lors des distributions, ça on le sait. Alors, il y avait d'abord l'Ancien Régime jusqu'en 2015. L'Ancien Régime, on sait qu'il est extrêmement favorable. Il est extrêmement favorable parce qu'on neutralisait la totalité des quotes-parts de frais et charges. Et c'est pour ça qu'il était aussi dans l'œil des parlementaires. Alors c'est vrai qu'on neutralisait tout, sauf la distribution du premier exercice d'appartenance au groupe. Bon. Mais on neutralisait la totalité de toutes les distributions. C'est-à-dire que lorsque la distribution bénéficiait du régime des sociétés mère-fille, bon, on savait que le dividende n'était pas imposable, il n'est toujours pas. La quote-part était de 5%, elle était neutralisée. Mais les dividendes qui ne bénéficiaient pas du régime mère-fille étaient neutralisés à 100%. Dans les petits groupes, ils sont rares. Dans les groupes plus importants, ils peuvent être relativement fréquents. Puisqu'on peut avoir en tête, il faut avoir en tête qu'une société doit être détenue directement ou indirectement à 95% pour faire partie du périmètre d'intégration fiscale. Mais quand on dit qu'elle doit être détenue indirectement à 95%, c'est-à-dire qu'elle peut être détenue, par exemple, je dis n'importe quoi, mais par 19 sociétés, elles-mêmes détenues à 95%, mais qui ne la détiendraient chacune ou 20 sociétés qui la détiendraient chacune à moins de 5%. Le régime mère-fille ne s'appliquerait pas, mais pour autant, la société pourrait faire partie du périmètre d'intégration fiscale. Eh bien, les dividendes qui remontaient dans ses propres sociétés mères, dans le régime de droit commun, sont imposables, mais dans le régime d'intégration fiscale, ils étaient neutralisés à 100%. Bon, c'est rare, encore une fois, dans les petits groupes. Alors, le nouveau régime, depuis les suites de l'arrêt sériel, est quand même nettement moins favorable. Alors, la quote-part de frais et charges, on sait qu'elle est plus déductible. Puisque si elle n'est pas... Alors, on avait deux solutions. Soit on disait, elle reste neutralisée, mais si on la neutralise dans un groupe, il faut la neutraliser lorsque les distributions proviennent d'une société de l'Union européenne qui aurait pu être intégrée si le régime, si la société avait été en France. On ne sait pas combien ça allait nous coûter cette histoire-là. Hein. L'administration fiscale préfère prendre des mesures qu'elle est capable d'identifier financièrement. Donc on sait que la quote-part de frais et charges, ce n'est pas déductible. C'est plus déductible, autrement dit, c'est plus neutralisé. En revanche, dans le périmètre d'intégration fiscale, il ne faut pas oublier que la quote-part de frais et charges, elle passe de 5 à 1%. Ça, c'est valable pour les sociétés intégrées en France. Mais c'est également valable lorsque le dividende provient d'une société de l'Union européenne qui aurait pu être intégrée si elle avait été française. Alors c'est là que ça devient un petit peu compliqué. Dans les groupes franco-français, il n'y a pas de problème. J'ai mon groupe franco-français, je prends le groupe Steria, il a opté pour l'intégration fiscale et il a cette fameuse filiale en Roumanie qui est détenue à 95%. Eh bien, le dividende qui va remonter de la Roumanie va supporter en France une quote-part de frais et charges de 1%. Pourquoi ? Parce que ça provient d'une société étrangère qui aurait pu être intégrée dans le périmètre d'intégration fiscale existant en France si la société avait été française. Maintenant, supposons que le groupe Steria n'opte pas pour l'intégration fiscale.
S'ils n'optent pas pour l'intégration fiscale, les dividendes qui proviennent des filiales françaises vont supporter une quote-part de frais et charges de 5%, parce qu'il avait la possibilité d'opter pour l'intégration fiscale. Dans ces cas-là, les dividendes de la société roumaine vont également supporter une quote-part de frais et charges de 5%. Parce qu'il n'y a pas d'intégration fiscale, le groupe n'a pas manifesté sa volonté d'opter pour l'intégration fiscale. Mais supposons que l'on mette une société française qui ne détienne pas de société française à 95% au moins, mais qui détienne des sociétés de l'Union européenne à 95% au moins. Elle ne peut pas opter pour l'intégration fiscale, elle n'a pas de société pour lesquelles elle pourrait opter pour l'intégration fiscale. Dans ces cas-là, les dividendes qui proviennent de la société étrangère, enfin de l'Union européenne, supportent obligatoirement, enfin si vous n'oubliez pas de le faire, peuvent bénéficier de la quote-part de frais et charges de 1%. C'est pas nécessairement dans les petits groupes qu'on va les rencontrer, mais là on est dans tous les groupes. Hein. Donc 1%, c'est quand j'ai une intégration fiscale. Pour les dividendes français ou pour les dividendes de la société de l'Union européenne qui aurait pu bénéficier d'intégration fiscale si elle avait été française. Mais c'est également le 1% pour les dividendes de la société de l'Union européenne détenus à 95% au moins, en l'absence de possibilité de la société française de pouvoir opter pour l'intégration fiscale, parce qu'elle n'a pas de filiale, détenue à 95%. Ça va ? Et là, on s'est retrouvé comment ? On s'est retrouvé avec des dividendes qui provenaient du régime des sociétés mère-fille, puisque là, je suis dans le cadre du régime mère-fille, la quote-part de frais et charges, avec des dividendes qui supportaient une exonération que dans la limite de 99%. Vous êtes d'accord ? Avant Steria, c'est 100%. Le dividende n'est pas imposable, la quote-part est neutralisée. 100% d'exonération. Et là, je me retrouve avec un dividende pas imposé, mais une quote-part de frais et charges de 1%, pas déductible. Je me retrouve donc avec un dividende mère-fille qui est exonéré que pour 99%. Et dans le même temps, dans l'intégration fiscale, lorsque je bénéficiais de dividendes de sociétés du groupe, mais qui ne pouvaient pas bénéficier du régime mère-fille, ceci était imposable et neutralisé à 100%. Alors on se retrouvait avec un régime de faveur moins favorable que le régime de droit commun. Qu'est-ce qu'on a fait ? Eh bien on a dit que dans ces cas-là, les dividendes hors champ du régime mère-fille, mais à l'intérieur de sociétés du périmètre, ne sont neutralisés maintenant qu'à 99% pour pas que le régime de droit commun devienne plus favorable que le régime de faveur. Tout ça, c'est les conséquences d'une société qui voulait gagner plus que plus. C'est pas bien. Alors, maintien de certaines dispositions. Alors, les dispositifs qui sont maintenus sont tantôt avantageux, mais tantôt moins avantageux. Alors, les cessions des éléments d'actifs, c'est la neutralisation des plus et moins-values à court terme et à long terme, mais c'est plutôt court terme long terme pour les titres de participation et court terme pour le reste. Titre de participation, on l'a vu, c'est pas un régime européen, c'est un régime français. Si le législateur décidait de réduire la quote-part de frais et charges, il pourrait. S'il décide de l'augmenter, il peut aussi. S'il décide d'imposer les titres de participation, il peut aussi. La quote-part de frais et charges est à 12%. Je vous rappelle qu'elle devait baisser à revenir à 5% comme elle était autrefois en 2019. Mais le phénomène gilet jaune a incité le gouvernement à repousser cette décision à plus tard, et on peut penser que le phénomène Covid l'a incité à repousser à plus tard que plus tard. Donc ça restera 12%. Le dispositif ou les dispositifs complémentaires, on a un plafonnement de la déduction des amortissements et provisions chez la société ayant acquis l'immobilisation. Donc quand on a des plus-values à court terme, vous savez, on neutralise la plus-value à court terme, mais il faut également déneutraliser les amortissements qui avaient été neutralisés. Voilà. Là, ça n'a pas changé, et ce dispositif est remis en cause en cas de sortie. Donc ça, on va dire que c'est un dispositif qui est plutôt avantageux, c'est la neutralisation des plus-values, au moins en ce qui concerne les plus-values à court terme, puisque les plus-values sur cession de titres de participation ne sont pas imposables quand on respecte le principe qu'on pourrait appeler des sociétés mère-filles. En revanche,
les cessions d'autres biens sont imposables dans le régime de droit commun, et là on voit que c'est avantageux, ce n'est pas imposable dans le régime de l'intégration fiscale. Neutralisation des provisions intragroupes, vous connaissez le régime, je vais un peu vite. À l'intérieur du groupe, lorsqu'on passe une provision sur une autre société du groupe, la provision est neutralisée. La dotation est réintégrée, la reprise est déduite, pour peu que les sociétés restent dans le périmètre d'intégration fiscale. Il faut être vigilant et non pas doter une provision lorsqu'il y a un périmètre d'intégration fiscale et la reprendre lorsqu'il n'y a plus de périmètre d'intégration fiscale, puisque dans ces cas-là, la dotation, au final, n'aura pas été déductible et la reprise aura été imposable. Je vous renvoie vers les formations que vous avez pu avoir là-dessus. Il faut faire attention, lorsque l'on a des provisions à l'intérieur du groupe, savoir les renoncer au groupe au bon moment. Alors les inconvénients, ils sont peu nombreux, mais il y en a. Abandon de créances et subventions, on en a parlé. Il n'y a plus de neutralisation, donc au revoir le principe d'assurance anti-redressements fiscaux. Ça, c'est quand même quelque chose qui fait excessivement mal. Je suppose que dans les groupes, vous étiez peut-être très à l'aise lorsqu'il y avait une intégration fiscale sur les management fees qui pouvaient être facturés de la mère vers la fille, au moins. On ne se posait pas trop de questions de savoir si c'était déductible ou pas. Lorsque le vérificateur nous disait c'est pas déductible, on lui disait ah bon, vous croyez c'est pas déductible, bon moi je pense que si, non c'est pas déductible, d'accord, intégré, mais déduisez-le sur le résultat de groupe, et il n'y avait pas de phénomène négatif pour le groupe. Sous peu que les sociétés restaient dans le périmètre d'intégration fiscale pendant 5 ans. Ça c'était bien, ça a disparu, et c'est vraiment fort dommageable. Mais la fin d'un dispositif très probablement trop favorable, enfin c'est comme ça qu'il était vu par certains parlementaires. Alors, bien sûr, il y a des conséquences potentielles sur toutes les prestations intragroupes. Je vous engage à vérifier qu'elles sont bien justifiées, sauf pour celles qui sont facturées après coûtant. Ça, c'est une disposition de loi de finances pour 2019. C'est pour favoriser les start-up à l'intérieur des groupes. On peut facturer après coûtant des prestations d'une société vers l'autre. Alors, pour le reste, on va parler de contraintes et non pas d'inconvénients. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que détenir 95% directement ou indirectement de la société, c'est une contrainte. Bah oui, c'est une contrainte, mais je l'ai expliqué, on peut avoir des empilements de sociétés. On n'est pas limité à certains étages comme dans certains pays, et on n'est pas limité à maintenir les sociétés dans le groupe d'intégration fiscale pendant un certain temps. On entre, on sort quand on veut. C'est la conséquence, c'est la contrepartie de ce taux de participation. On a aussi une complexité administrative un peu plus importante. Faire les déclarations d'intégration fiscale, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Souvent, c'est pas très simple pour nous, mais sachez que c'est pas très simple non plus pour l'administration fiscale de les suivre. C'est un petit peu plus compliqué, c'est un petit peu plus contraignant. Alors, autre contrainte, il y a l'application éventuelle du dispositif Charas dont j'ai parlé quand une société est rachetée par une personne qui l'a contrôlée. Bon, c'est avant sur une durée de 15 ans, c'est limité maintenant, c'est 2 fois moins long. C'est une contrainte, on la connaît bien. Et puis le problème des reprises spécifiques, des reprises des provisions, ce dont je parlais à l'instant, quand on reprend une provision, quand on sait qu'on va reprendre la provision, il faut s'assurer, lorsque la provision était passée pendant le périmètre de l'intégration fiscale, quand la société, les 2 sociétés, parties prenantes à la provision, étaient dans le périmètre d'intégration fiscale, il faut s'assurer que quand on reprend la provision, les 2 y sont encore. Parce que s'il n'y en a plus qu'une, la reprise de la provision qui n'a pas été déductible est maintenant imposable. Bon, c'est un piège. Et puis certains ajustements qui sont temporaires. Bon. Alors pour les PME, on a des inconvénients supplémentaires. On a d'abord le report des déficits.
Tout à l'heure, on a dit, on a pu penser que le report des déficits, il valait mieux qu'on le fasse en intégration fiscale que l'on le fasse en dehors de l'intégration fiscale, dans les exemples que j'ai montrés. Mais en fait, ce n'est pas toujours le cas. Un exemple, sans intégration fiscale, alors là, j'ai changé les dates, 2020-2021, vous regardez, il n'y a pas d'intégration fiscale, donc on fait des sommes verticales. La société M a une perte d'1 million d'euros en 2020, elle a un bénéfice imposable de 800 000 euros en 2021, elle a donc un résultat imposable de 0 en 2021, puisque le déficit n'excède pas 1 million, et elle a un déficit reportable de 200 000. Très bien. La société F1 elle a une perte de 2 millions en 2020, et elle a un bénéfice de 1 million en 2021. Dans ces cas-là, le bénéfice n'excédant pas 1 million, elle va pouvoir imputer 1 million de déficit sur son bénéfice. Elle n'a pas de bénéfice imposable en 2021 et elle a un report de 1 million d'euros en 2021 pour les années suivantes. La société F2, elle a un déficit de 1,5 million en 2020. Un bénéfice de 1 million d'euros en 2021. On voit que le bénéfice n'excède pas 1 million d'euros. Elle va pouvoir imputer sur ce bénéfice 1 million d'euros de déficit. Bénéfice nul en 2021 et un report de 500 000 à la fin de l'exercice. Maintenant, j'intègre. Je fais une somme horizontale avant de faire la somme verticale. En 2020, j'ai un déficit de groupe de 4,5 millions. En 2021, j'ai un bénéfice de groupe de 2,8 millions. Le bénéfice de groupe excédant 1 million, je vais pouvoir imputer sur les 2,8 millions un déficit de 1 million, augmenté de 50% de la différence entre 2,8 millions et 1 million. Ce qui fait que je vais pouvoir imputer que 1,9 million de déficit. Je vais me retrouver avec un bénéfice de 900 000 et un déficit reportable de 2,6 millions, alors que dans le cas précédent, je n'avais pas de bénéfice imposable à la fin de l'exercice 2021. Alors évidemment, c'est un cas qu'on peut considérer comme étant exceptionnel, mais le régime du report des déficits depuis 2012 n'est pas nécessairement un régime plus favorable dans le cadre de l'intégration fiscale. Il faut faire attention. Quand on opte, il faut faire attention. Une fois qu'on est dans l'intégration fiscale, on y est. On peut en sortir quand on sait qu'on va avoir des déficits, si on sait que ça peut être moins favorable. Mais sinon, quand on y est, on y est. Ce qu'il ne faudrait pas faire, c'est opter au mauvais moment. Parce qu'on m'avait dit que c'était bien l'intégration fiscale, un truc comme ça. Ouais. Ce ne serait pas bien. Voilà. Alors, autre cas. Il y a le taux des 15%. On bénéficie d'un taux de 15%. Maintenant, lorsque le chiffre d'affaires n'excède pas 10 millions d'euros, c'était 7,6 millions il n'y a pas très longtemps, c'est 10 millions d'euros, puis après on aura un taux de droit commun qui est de 26,5, mais qui sera un jour de 25%. Et puis, on a certaines sociétés qui supportent une contribution sociale de 3,3%. Alors la société toutes les sociétés prises indépendamment pourraient ne pas supporter la contribution de 3,3%, mais comme on prend la somme du chiffre d'affaires du groupe, on peut se retrouver avec un groupe qui va supporter la quote-part de 3,3%, qui va plus bénéficier du bénéfice de 15%, ou qui en bénéficiera que sur une société. Alors que si on n'avait pas fait l'intégration fiscale, on aurait pu bénéficier à chaque fois d'un taux de 15% et d'une absence de contribution de 3,3%. C'est ce qu'on va voir. Le taux réduit, alors c'est 10 millions d'euros, on le sait maintenant. Il faut que la société soit détenue de manière continue pour 75% au moins directement ou indirectement par des personnes physiques. Bon, il n'y a que les 10 millions d'euros qui ont changé par la loi de finances pour 2021, c'est tout. En intégration fiscale, ça s'applique le régime qu'à celui qui paie l'impôt. Celui qui paie l'impôt, c'est la société mère. Alors on ne va pas regarder le chiffre d'affaires de la société mère, on va regarder le chiffre d'affaires du groupe, et puis on va regarder, en revanche, si la société mère respecte la contrainte des 75%. Mais on peut penser qu'elle la respecte, puisqu'elle est société intégrante. Alors, exemple 1. Les chiffres d'affaires des sociétés
Pas de chiffre d'affaires pour la société M, c'est un pur holding qui ne facture pas de management fees non justifiés. La société F1, 2 millions d'euros. La société F2, 3 millions d'euros. On a un total de chiffre d'affaires de 5 millions d'euros. Voilà, vous avez les résultats fiscaux en bas. On va calculer l'impôt. Comment on calcule l'impôt? Sans intégration fiscale, eh bien, la société mère bénéficie du taux de 15%. La société F1 aussi. La société F2 aussi. Faites-moi confiance, l'ensemble des sociétés supporteront un impôt de groupe de 64 282 €. C'est précis. Maintenant, on fait une intégration fiscale. Qu'est-ce qui va se passer? Les sociétés vont être imposées sur le résultat de l'ensemble de 280 000 €. On fait la somme algébrique des résultats, on considère qu'il n'y a pas de neutralisation à faire. L'IS serait alors de quoi? Bien qu'une société qui peut bénéficier du taux de 15%. On regarde son chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires est inférieur à 10 millions, donc la société M va bénéficier de taux de 15%. Alors on va avoir un impôt de 15% sur 38 120 et le reste supportera 26,5% d'impôt. On passe de 64 282 à 69 807. Dans cet exemple-là, on voit que on a un impôt complémentaire de 5 534 € lié au seul fait que l'on a opté pour l'intégration fiscale. Avant, ça pouvait passer parce qu'on pouvait dire au client, voilà, on paye plus, mais on a l'assurance anti-redressement fiscaux pour les opérations intra-groupes. Maintenant, on paye plus, mais on n'a plus l'assurance. Si je prends le même groupe, les mêmes bénéfices, mais je change les résultats, les chiffres d'affaires, pardon. Le total, excusez-moi, je ne l'ai pas changé, c'est pas 8 millions d'euros, c'est 11 millions d'euros. Chiffre d'affaires M0, F1 4 millions 5, F2 6 millions 5, ça fait 11 millions d'euros. 11 millions d'euros, ça dépasse 10 millions. Si ça dépasse 10 millions, le groupe, c'est-à-dire la société M, ne peut plus bénéficier du taux d'imposition de 15%. Dans ces cas-là, elle va avoir un impôt qui ne va pas être de 64 000 comme précédemment, mais elle va avoir un impôt qui va être de 74 200, c'est-à-dire la totalité du bénéfice de 280 000 € va supporter un impôt de 26,5%. Là, on a un différentiel de 9 918 € entre l'absence d'intégration fiscale et l'option pour le régime d'intégration fiscale. La contribution de 3,3%, c'est pareil. Celle-ci, elle se déclenche si le chiffre d'affaires est au moins de 7 630 000. Mais c'est le chiffre d'affaires du groupe, dès lors que j'ai fait l'intégration fiscale. Alors, si on fait le premier exemple, voilà, on a 13 millions d'euros de chiffre d'affaires de société. Sans intégration fiscale, il n'y a aucune société, ni M, ni F1, ni F2, qui dépasse de façon... un chiffre d'affaires de 7 630 000, il n'y a pas de contribution de 3,3%. En revanche, avec l'intégration fiscale, le groupe dépassant 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, on va avoir une contribution de 3,3%. Dans cet exemple, M, F1, F2, il n'y a que F2 qui dépasse 7 130 000 €, donc elle va supporter sans intégration fiscale la contribution de 3,3%, mais si on fait une intégration fiscale, la contribution se portera sur l'ensemble du groupe, puisque le groupe a un chiffre d'affaires qui dépasse 10 millions d'euros. Voilà. Il n'y a pas d'autre contrainte en fait. La question qu'on doit se poser, c'est de savoir si la perte des avantages que l'on a eus. Alors je ne pense pas que dans les petits groupes, le phénomène de quote-part de frais et charges qui passe de 5 à 1%, on va dire de 0% à 1%, soit quelque chose qui puisse avoir une incidence ou une incidence sur le fait de conserver ou pas l'intégration fiscale. En revanche, là où vous devez vous poser la question, c'est la perte de la neutralisation des opérations intra-groupes. Il y a des groupes dans lesquels il n'y a pas de problème. Mais il y a beaucoup de groupes dans lesquels les prestations ne sont pas justifiées. Et je ne vais pas vous apprendre que l'administration s'intéresse particulièrement aux opérations intra-groupes, notamment aux prestations de services, puisqu'il n'y a rien qui ressemble de plus
à une vraie prestation qu'une fausse prestation, tout au moins qu'une prestation mal justifiée. Parce que souvent, ce n'est pas que la prestation est fausse, c'est que la prestation n'est pas justifiée ou mal justifiée. Alors c'est là, dans la mesure où on n'a plus cet avantage, il faut se demander ce qu'il convient de faire. Sans compter que, on vient de le voir, l'option pour l'intégration fiscale peut, dans certains cas, s'avérer, alors arithmétiquement, défavorable dans les petits groupes, pas dans les grands groupes. Alors dans ces cas-là, il ne faut pas regarder que l'exemple que j'ai donné, il faut essayer d'avoir une vision à moyen terme pour savoir si ça va être intéressant ou pas de rester dans le périmètre de l'intégration fiscale. Il faut se poser la question sur une durée plus ou moins longue. Enfin, je ne sais pas, 3-4 ans. Sachant qu'on peut rentrer et sortir comme on veut. Il y a des sociétés qui peuvent rester dans le périmètre de l'intégration fiscale et d'autres qui ont tout intérêt à en sortir. Il faut pouvoir jouer là-dessus. Alors les avantages. On peut dire que l'on va conserver la compensation des déficits. C'est un avantage immédiat de trésorerie. Celui-là, on le conserve. On a des frottements fiscaux qui sont réduits sur les remontées de dividendes. On passe de 5% quand il n'y a pas d'intégration fiscale à 1%. C'est peut-être pas significatif dans les petits groupes, mais ça existe quand même. C'est un avantage. On a la neutralisation des cessions internes. Ça peut arriver dans les groupes. Des cessions d'immeubles, ça peut arriver. Là, il y a quand même la neutralisation. C'est pas neutre. Et puis, il y a un effet de levier financier pour l'acquisition d'une société. Ça reste. Et on va regarder les inconvénients. Alors, les inconvénients, le premier, c'est l'effet de seuil pour les PME, l'effet de seuil de l'IS à 15%, et l'effet de seuil sur les contributions additionnelles. Et puis, il y a les contraintes qui sont spécifiques à l'intégration. Ne pas se tromper quand on fait des reprises importantes de provisions intra-groupe. Ne pas oublier qu'en fait, il faut rester dans le groupe. Et puis, il peut y avoir les contraintes liées à l'amendement Charras, quand on fait des restructurations sur le groupe. Et il y a une complexité administrative liée à la gestion du régime. Et puis, on l'a dit, il y a une perte de la sécurité fiscale. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, quelle est l'attitude que les petits groupes peuvent avoir ? La question que moi je m'étais posée, c'est savoir si on avait intérêt à conserver des groupes. Est-ce qu'en fin de compte, c'est pas, au moins dans certains groupes, l'occasion de fusionner tout ça, de simplifier? Alors vous allez me dire, oui, mais on scie la branche sur laquelle on était assis, puisqu'on avait une société holding, 2 sociétés filiales, je te faisais la compta de tout ça, ou la révision, ou je ne sais trop quoi. Si je fusionne tout ça, j'aurais plus qu'une société. Soit. Bon, on pourra faire donc des opérations de fusion, on fait toujours des opérations, on peut quand même vendre donc des prestations. Mais ça peut être un bon conseil qu'on m'a donné aux clients, puisqu'en fait, s'il y avait des risques de remise en cause des opérations à l'intérieur du groupe, que l'on avait neutralisé par l'intermédiaire de l'option pour l'intégration fiscale, on sait qu'on ne peut plus le neutraliser. Si on n'arrive pas à bien cadrer le client, on peut très bien lui proposer de fusionner tout ça. Au moins, il n'y aura plus d'opérations intra-groupe. Il n'y aura plus de dividendes, il n'y a pas de frottement, il n'y a plus rien. Et puis, ça fait une simplification juridique des groupes. Maintenant, on n'est plus dans le... Vous savez, il y a des mots qui sont devenus des gros mots. Un montage, c'est devenu un gros mot. Alors maintenant, il faut essayer de coller à la réalité économique en faisant simple. Et fusionner des groupes ou faire des tubes, ça peut être des opérations qui simplifient grandement les opérations et qui donnent plus de réalité juridique aux opérations économiques qui sont réalisées par les groupes. Donc voilà globalement comment on peut réfléchir à ce que l'on avait l'habitude de faire. Mais encore une fois, lorsqu'il y a une intégration fiscale dans votre portefeuille, posez-vous la question de savoir s'il y a encore un intérêt à la maintenir. Surtout ne pas maintenir les choses par habitude. On l'a tous fait, enfin moi ça m'est arrivé. C'est vraiment pas la bonne chose à faire. Chaque fois qu'il y a une modification, il faut essayer de voir quelles pourront être les conséquences et si ce n'est pas l'occasion de modifier la façon de faire avec des clients.
Personnellement, j'ai incité certains clients à fusionner leur groupe. Et j'en ai peu, mais j'en ai 2 qui viennent de le faire. Voilà. Et je suis assez content parce que, au moins, j'estime que je leur ai apporté un conseil qui était pertinent sur le moment, parce qu'une fois qu'on a fusionné, si les choses changent, on pourra redéfusionner, on pourra faire des apports partiels d'actifs, faire et refaire, c'est toujours faire quelque chose. Mais c'était une opération qui allait dans l'air du temps et qui surtout correspondait aux opérations qu'ils réalisaient eux. Voilà. Si vous avez des questions, je suis prêt à répondre. Alors, je ne vous vois pas. Je vois une main qui se lève, mais parce que j'ai l'éclairage dans la figure. Oui, monsieur. Ah ben, ça s'appelle un acte normal de gestion. Le principe est le suivant. L'acte normal de gestion, pour la petite histoire, c'est né de l'abus de droit. Mais c'est né du fait que dans les années 50, lorsqu'il y avait abus de droit, l'administration fiscale devait obligatoirement faire recours au comité d'abus de droit. Et une fois, elle a oublié, enfin une fois, souvent, à l'époque, elle s'en moquait un peu, elle n'avait pas fait recours au comité d'abus de droit, et le Conseil d'État avait estimé que la procédure était viciée et pas de redressement. La deuxième fois, ça lui arrive une deuxième fois, coup sur coup. Et là, qu'est-ce qu'elle dit l'administration? Qu'est-ce que dit l'administration? Elle dit, mais en fait, non, il n'y a pas d'abus de droit. On n'a pas essayé de changer, de dire qu'en fin de compte, il y a une modification dans le principe même des contrats que l'on analyse. On dit qu'en fin de compte, les faits ne sont pas bons. Ça s'apportait sur un bail. On dit en fait, vous n'avez pas changé le bail, c'est toujours un bail. On ne dit pas que ce n'est pas un bail, c'est toujours un contrat de bail. Simplement, on dit que vous le facturez 1000, mais nous, on dit que ça vaut 1500. Il y a un problème de fait. Et ça a été validé par le Conseil d'État. Et depuis, on dit, en fait, l'administration, elle a la possibilité, non pas de remettre en cause, ça c'est l'abus de droit, l'acte en lui-même, ce n'est pas un acte de prestation de service, c'est du salaire. Ça, c'est une procédure d'abus de droit. Mais elle va pouvoir dire, je ne remets pas en cause l'acte, vous avez fait une prestation, mais je ne suis pas d'accord, je ne comprends pas ce que c'est votre prestation là. Donc si je ne comprends pas ce que c'est, je ne suis pas capable d'évaluer le prix. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est toujours à nous de justifier de ce que l'on a fait. On a tendance à dire que la charge de la preuve appartient à l'administration. Oui, la charge de la preuve appartient à l'administration dans la mesure où on a justifié le minimum que l'on doit justifier, c'est la réalité des opérations. C'est à nous de justifier la réalité des opérations. Donc dites-moi ce qu'il y a comme prestation et justifiez-moi ce que c'est. Si je n'arrive pas à le faire, parce que souvent ça existe, mais on n'a pas matérialisé correctement les prestations, et 2 ou 3 ans après, on a un peu de mal à le faire. Et l'administration va dire, comme vous ne me justifiez pas ce qu'est la prestation, je ne suis pas capable de dire si elle est au bon prix. Je ne sais pas ce que c'est. Dans ces cas-là, je la rejette. C'est l'acte normal de gestion. Et ça, ce n'est pas déductible. Mais en intégration fiscale, qu'est-ce qu'on disait? L'acte normal de gestion, vous voyez qu'il ne peut exister qu'entre 2 personnes fiscales, 2 contribuables. À l'intérieur d'un même foyer, il n'y a pas d'acte normal de gestion. C'est pareil pour les personnes physiques. Ça n'existe pas, l'acte normal de gestion pour la personne physique. Mais on voit qu'il n'y a pas de revenus. Entre madame et monsieur, monsieur et madame, il n'y a pas de revenus. Il peut y avoir des donations, mais pas de revenus. Eh bien, à l'intérieur d'un groupe, pour peu que, à l'intérieur d'une société, entre des établissements, il n'y a pas de facture, il n'y a pas de prestation, il n'y a pas de possibilité qu'il y ait d'acte normal de gestion. Mais dans la mesure où on filialise, là, il y a 2 personnes fiscales distinctes, et chaque fois qu'il y a des échanges, il faut pouvoir justifier de la réalité de l'échange, qu'est-ce que c'est? Et c'est là que l'administration pourra dire, je ne suis pas d'accord sur le prix. Mais il faut d'abord, à nous, de justifier ce qui se cache derrière la facture. Sinon, ce n'est pas déductible. Lors de l'intégration fiscale, on avait dit que le principe, c'était de dire qu'on traitait de la même manière les établissements que les groupes organisés sous la forme d'établissements, que les groupes organisés sous la forme de sociétés. Dans les établissements, on vient de dire qu'il n'y a pas de facture entre les établissements, ça n'existe pas, c'est la même structure. Alors, il fallait neutraliser toutes les opérations intragroupes qui n'avaient pas une position fiscale similaire. C'est-à-dire plus 1000, moins 1000, je n'ai pas besoin de neutraliser. Plus 1000, moins 200, dans ces cas-là, je vais neutraliser les 800. Ça a disparu.
Ce qui faisait dire, c'était l'assurance anti-redressement fiscaux. Je me moquais bien de la position que pouvait prendre l'administration fiscale sur une opération intragroupe jusqu'en 2019. Je m'en moquais. Alors en vrai, non, je ne m'en moquais pas totalement, parce que si elle rejetait totalement la prestation, elle avait la possibilité de rejeter la TVA qu'elle avait avec. Il fallait simplement que je justifie un petit peu et qu'elle me dise c'est beaucoup trop cher. Si c'est trop cher, s'il n'y a qu'une partie d'acte anormal de gestion, dans ces cas-là, elle ne peut pas rejeter la TVA. Ça, c'était l'assurance fiscale, ça n'existe plus. Maintenant, dans les opérations intragroupes, qu'il y ait intégration fiscale ou pas, vous devez vous assurer qu'on est capable de justifier la réalité de la prestation. Qu'est-ce qu'on a facturé? Est-ce que ceux que l'on a facturés facturent au bon prix? Ça, c'est plus facile. Mais qu'est-ce qu'on a facturé? Et ce n'est pas parce que j'ai une convention que je justifie. La convention, c'est un début de preuve. L'administration, elle peut considérer que c'est un acte anormal de gestion si vous ne justifiez pas de l'intérêt de la filiale d'acheter la prestation. Il y a eu un cas assez simple, je vous dis, voilà. La filiale achète la prestation d'un directeur commercial pour le coût de son salaire augmenté d'une marge de 10%. Position de l'administration, quel est l'intérêt pour la filiale d'acheter 10% plus cher un directeur commercial qu'elle aurait pu acheter au bon prix si elle l'avait embauché? Je ne dis pas que c'est anormal, je dis que là, il faut savoir se défendre. Savoir se défendre, alors quand il est utilisé à 100%, c'est très très difficile de se défendre. Parce que c'est vrai que si je l'avais embauché, j'aurais payé 10% moins cher. D'un autre côté, si je l'avais payé le prix, l'administration fiscale aurait pu aller voir la société holding en disant « Mais quel est l'intérêt pour une société holding d'embaucher un gars que vous refacturez à prix coûtant ?» Maintenant, ça ne marche plus dans l'intégration fiscale. On peut refacturer les prestations à prix coûtant. Mais s'il n'y a pas d'intégration fiscale, c'est la société mère qui est redressée. En revanche, si j'ai mon directeur commercial qui travaille pour deux sociétés filiales, là, c'est plus pareil. Parce qu'allez vous trouver un directeur commercial à mi-temps, ça, c'est vachement dur à trouver. Donc là, on peut justifier qu'il fait une vraie prestation, il fait la direction commerciale, ça ne remettra pas en cause, et que le prix, il est un peu plus cher parce que je l'ai qu'à 50%. Et donc, on paye plus cher, ce qui est rare. C'est rare de trouver quelqu'un à 50%. Voilà. Mais faites bien attention, une prestation, une convention, ce n'est pas une justification, c'est un début de justification. Vous prouvez que derrière, les gars ont vraiment travaillé, les gars ou les filles ont travaillé. Oui, monsieur? Ah non, c'est à vous de le demander. Ah ben non. Ah non. Non, non. Assurance anti-redressement fiscaux à l'intérieur du groupe, c'est-à-dire entre les prestations, pour les prestations de services rendues entre deux sociétés faisant partie de l'intégration fiscale. Voilà. Donc la société M facture des prestations à la 6K2 à la société filiale. L'administration remet en cause la prestation de la société filiale. Il y a un redressement de la société filiale. On dit à l'administration fiscale, oui, on va se justifier. On dit au client, bon, c'est pas grave. On va neutraliser ça sur le périmètre d'intégration fiscale. Il fallait le demander à l'administration. Normalement, elle devait le faire. Mais vous savez, vous avez dû rencontrer, y compris à la DIRCOFI, des inspecteurs qui ne sont pas forcément très à l'aise avec l'intégration fiscale. C'est pas, même s'il y avait 110 000 entreprises qui faisaient partie d'un périmètre d'intégration fiscale, c'est quand même pas beaucoup par rapport au nombre d'entreprises en France. Il fallait le demander. Évidemment, si la société ne fait pas partie du périmètre d'intégration fiscale, là, vous pouvez toujours demander, mais on vous dira non. D'accord ? Alors on peut toujours avoir des redressements de cette nature, puisque ça s'est arrêté en 2019. C'est toujours ouvert au contrôle jusqu'au 14 juin 2022. 2023. Vous savez, à cause de la pandémie, ça s'arrête au 14 juin. D'autres questions? Oui, madame? J'ai une question sur la CVAE. Oui. dont vous n'avez pas parlé. Non. De mémoire, il me semble que ça a changé.
Il y a quelques années, puisque Oui. avant, il faut prendre l'addition du chiffre d'affaires. Et après, il y a un remboursement, je ne me rappelle plus. Il faut savoir que à la DGFiP, il y a des fonctionnaires de très haut niveau. Et ils réfléchissent au moins aussi bien que nous et parfois mieux. Il y a un exemple, le CICE par exemple. On leur a donné un truc infaisable. En 2012, on leur dit il faut annoncer pour 2012 une réduction d'impôt qui marchera en 2013, mais qui ne sera financée qu'en 2014. C'est quand même le truc. Eh ben, en quelques semaines, ils ont pondu le CICE. Et je trouvais ça admirable. Enfin, c'est vrai, c'était quand même donc une épreuve de force incroyable qu'on a beaucoup critiqué jusqu'à ce qu'on le regrette. Voilà. Mais bon, ça c'est autre chose. La CVAE, qu'est-ce qui s'est passé? La CVAE, on disait mais quand j'ai un groupe qui n'est pas intégré, le chiffre d'affaires qui permet de déterminer les taux de CVAE se détermine société par société. Et puis voilà, dit que quand j'ai un groupe intégré, vous me dites qu'il faut additionner tous les chiffres d'affaires des sociétés pour déterminer le taux de CVAE du groupe. Mais c'est pas normal. Et il y en a qui ont contesté. Vas-y que je fais un recours devant le tribunal administratif. Et qu'est-ce qu'a dit l'administration? C'est comme ça. Eh bien, on va changer les règles. En effet, vous avez raison, parce qu'ils ont perdu. On dit on change les règles. Maintenant, toute société intégrable, c'est-à-dire détenue à 95% directement ou indirectement par une société, qu'elle a opté pour l'intégration fiscale ou pas, eh bien, le taux de CVAE se calcule sur le chiffre d'affaires du groupe. Donc on a réglé le problème. Avant, c'était plus simple. Si j'optais pour l'intégration fiscale, ça supposait que toutes les sociétés clôturent à la même date. Là, je faisais la somme du chiffre d'affaires pour déterminer le taux de CVAE. Maintenant, c'est dès lors que la filiale est détenue à 95% directement ou indirectement, vous avez l'obligation de faire de l'addition. Là, c'était à qui perd perd. Il faut se méfier. L'administration a des moyens. On me fait signe qu'il est 16h10. Donc le temps qui vous est imparti est terminé. Merci.